Maintenant, la méditation, on la retrouve dans les écoles, dans les hôpitaux, même dans les prisons, dans les entreprises. C'est une pratique qui est simple, qui fait du bien. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 15e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Moutassem Amour du blog et du podcast Pratiquer la méditation. Cet épisode s'adresse avant tout aux curieux et aux débutants qui aimeraient en savoir plus sur la pratique de la méditation. Quels en sont les bienfaits? Comment aller au-delà des fausses croyances que l'on peut parfois avoir? Et comment méditer dans la pratique? Eh bien, vous aurez des réponses à ces questions au cours de cette discussion. Et de plus, en fin d'épisode, Moutassem nous guide pour une petite séance de méditation de 5 minutes. C'est alors l'occasion parfaite pour passer de la théorie à la pratique. 2 points avant de lancer cette interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/15, le chiffre 15. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et aussi laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis chacun des avis que vous déposez et d'ailleurs je remercie Laure qui a laissé le message suivant. Je suis bien contente d'entendre que la forme passe aussi par le mental et que la perte de poids ne se trouve pas que dans l'assiette. Bravo pour ce podcast et à très vite. Alors merci Laure et j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi vous prendrez le temps de venir déposer un avis. Pour accéder à la page du podcast sur iTunes, c'est très simple. Soit vous cherchez directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application, soit vous passez par le lien suivant, extraform.fr/iTunes. Je compte sur vous. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Moutassem et merci de m'accompagner pour ce nouvel épisode de Parlons Forme. Oui, bonjour Xavier, avec grand plaisir. Alors pour mettre un peu de contexte auprès des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu proposes? Oui, alors avec plaisir, je suis chiropraticien professionnellement et j'anime aussi un blog et un podcast sur la méditation depuis maintenant 6 ans. Mon intérêt pour la méditation, initialement, il a commencé pour m'aider à mieux gérer le stress. J'avais pendant très longtemps tendance à beaucoup me disperser, à aller un peu dans tous les sens, à commencer un tas de projets professionnels et je finissais par m'épuiser moralement et physiquement. Et je voulais trouver un moyen pour moins subir ces hauts et ces bas émotionnels, à avoir un peu plus de stabilité, à mieux me ressourcer. Et c'est là où je me suis retourné vers la méditation, qui, avec une pratique régulière, m'a effectivement aidé à être plus calme et à être beaucoup plus canalisé, à mieux me canaliser. Ensuite, en parallèle, donc de mon activité de chiropraticien, très tôt, j'ai ressenti l'importance aussi de partager ce que j'apprenais, ce que j'expérimentais. Donc j'ai commencé à le faire à travers des ateliers santé dans mon cabinet où j'invitais les patients à venir avec leur famille, avec leurs amis. Ensuite, on a commencé une newsletter papier. Après, avec les éditions Akeos, j'ai édité aussi un magazine qui s'appelait Vitalité et Bien-être. Donc toujours avec cette envie de partager ce que je pensais pouvait aider les gens à améliorer leur santé. Et après, j'ai découvert Internet, les blogs, les podcasts, et je me suis focalisé sur la méditation parce que d'une part, c'était quelque chose que moi j'avais envie de pratiquer régulièrement. Et je savais que le fait de partager et d'écrire sur le sujet, ça m'aiderait à persévérer dans ma pratique. Et d'autre part aussi, à travers l'expérience, j'avais ressenti que c'était l'une des approches qui avait le plus grand levier de transformation. C'est-à-dire qu'avec un investissement relativement faible de temps, 10, 12, 15 minutes par jour, on pouvait amener des changements profonds chez la personne. Donc c'est ça qui m'a amené à communiquer, donc à travers le blog, à travers le podcast, et là récemment à travers un livre sur les bienfaits de la méditation. D'accord. Alors à ce moment-là, quel type de méditation, quelle approche t'as utilisé quand t'as débuté? Alors ça a été la méditation, j'ai découvert petit à petit, donc à travers des rencontres, à travers des livres, et après avec le recul et la pratique, on comprend un peu mieux ce qu'on faisait. Au début, c'est une expérimentation. C'est surtout de la méditation de pleine conscience. La méditation qui consiste à simplement être présent à ce qui est, à s'installer dans le moment présent. D'accord. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a
il y a d'autres types de méditation qui existent. Et ce que je voudrais, c'est que, par exemple, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, et on va rentrer plus en détail sur justement comment commencer à méditer de façon plus pratique, mais ce que l'idée, ce serait de savoir s'il y a d'autres types de méditation pour en fait montrer aux gens que si, imaginons, ils essayent la pleine conscience et qu'ils se rendent compte que ça leur correspond pas, est-ce qu'il y a d'autres types de méditation qui existent et qui pourraient peut-être correspondre en fonction du profil des personnes? Oui. Alors là, il y a un tas d'enseignements, un tas d'écoles de méditation qui existent, donc à travers les traditions de l'Asie, mais aussi la forme occidentale de cet enseignement. Donc certaines méditations vont se concentrer sur des mantras, d'autres méditations vont se concentrer sur des visualisations, mais néanmoins la plupart de ces techniques et de ces approches trouvent leur fondement sur l'attention au moment présent. Donc là quand je parle de méditation de pleine conscience, c'est pas une méthode spécifique, c'est simplement la pratique qui consiste à développer l'attention à ce qui est, à être attentif au moment présent. Donc après, suivant la sensibilité de chacun, suivant la préférence de chaque personne, il y a différentes écoles. On peut y rattacher du bouddhisme, on peut se rapprocher d'une approche beaucoup plus laïque, comme par exemple le MBSR, la Mindfulness Based Stress Reduction, qui est on va dire une forme libérée ou sans aucune philosophie attachée dessus. Donc c'est vraiment l'aspect pratique de la méditation. Après il y a le zen qui va adopter une posture particulière. Donc il y a différentes approches, mais néanmoins toutes ces approches partagent en commun le fait de développer tout d'abord l'attention au moment présent. D'accord. Bon, alors du coup, avant de rentrer plus en détail sur comment méditer de façon pratique, peut-être qu'on peut commencer par vendre un peu de rêve, on va dire, aux personnes qui nous écoutent. Et est-ce qu'il y a des situations particulières où la méditation peut être particulièrement utile? Oui, alors moi, ça va faire maintenant 6 ans que j'anime ce blog, donc j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes. Et en général, il y a on va dire trois cas de figure de personnes qui sont attirées par la méditation. Il y a les personnes qui se sentent stressées, qui sont en mode de saturation et elles réalisent que leur quotidien est stressant et qu'il va continuer à être stressant, et elles veulent trouver un moyen de se ressourcer, de récupérer. Donc D'accord. Ça, c'est un des cas de figure. D'autres personnes se rapprochent vers la méditation pour mieux se connaître. Donc il y a une notion de confiance en soi, d'avoir confiance en son intuition, d'être capable de s'exprimer davantage. Et elles ressentent que le fait de tourner l'attention vers elles-mêmes les aiderait à faire cela, vont les aider à faire cela. Et tu as aussi des personnes qui viennent parce qu'elles veulent avoir un peu plus de clarté dans les choix à prendre, un peu plus de visibilité sur leur vie, dans leur prise de décision. Et là aussi, elles sentent que elles n'arrivent plus trop à savoir ce qui est important pour elles, ce qu'elles aiment, et elles ressentent que le fait de tourner l'attention vers elles à travers la méditation pourrait les aider à voir plus clair. Et dans le premier cas de figure, donc dans ce qui est gestion du stress, ça peut être aussi des personnes qui ont des symptômes. Parfois, des personnes viennent parce que leur médecin leur a dit, voilà, vous avez de l'hypertension, il y a beaucoup trop de tension, beaucoup trop de stress en vous. La méditation peut vous aider. Et dans ces trois cas de figure, effectivement, maintenant, d'abord en relation d'un point de vue empirique, donc les personnes qui ont médité ont constaté qu'effectivement, lorsque je médite, je me sens mieux, je me sens plus centré, je me sens moins stressé, j'ai moins ces hauts et ces bas émotionnels. Et parallèlement, on a aussi de plus en plus de recherches scientifiques qui révèlent que la méditation offre des bienfaits assez vastes sur l'expérience de la vie et sur la santé physique aussi. Oui, c'est ça, c'est que du coup aujourd'hui la méditation, on a vu que ça joue, on voit et les études le prouvent que ça joue finalement sur le cerveau, et donc du coup après, comme le cerveau est le chef d'orchestre de tout le reste, forcément ça a des impacts aussi bien physiques que psychologiques. Oui, tout à fait, et c'est très applicable, c'est-à-dire que parfois ça peut surprendre un peu de se dire tiens, je vais me poser pendant 10-15 minutes et simplement observer ma respiration et ça va me transformer. Ça peut surprendre, mais
moi, par exemple, l'un des changements que j'entends très souvent, que moi j'ai vécu ou que je peux entendre autour de moi, des personnes qui commencent à méditer, on me dit, auparavant, lorsque je me retrouve dans ce type de situation, j'aurais stressé, j'aurais perdu mes moyens, j'aurais ruminé dessus, ça m'aurait agacé, j'aurais eu une oppression au niveau du corps. Et là, je me suis retrouvé dans cette même situation et j'ai vu que j'arrivais à prendre du recul. J'ai vu que ça m'affectait beaucoup moins. Et je peux te donner un exemple concret. Je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais avec une patiente qui était venue à mon cabinet de chiropraticien et elle était venue pour des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du cou. Et on a commencé à travailler, donc au niveau physique, donc au niveau de sa structure, mais aussi à lui montrer des exercices de respiration, de méditation. Et au bout de quelques semaines, elle m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, je me suis retrouvé en conflit avec mon conjoint et j'ai parlé, je lui ai répondu. Elle m'expliquait que ils se sont mariés jeunes, il a 15 ans de plus qu'elle, il a toujours eu une position d'autorité sur elle, c'est-à-dire qu'il était aimant, qu'il l'a supporté dans la vie, mais dès qu'il y avait un conflit, dès qu'il y avait une décision importante, c'était toujours lui qui imposait son choix. Et elle avait toujours tendance à se recroqueviller sur elle-même, à se refermer, à pas s'exprimer. Et là, elle m'a dit, on est arrivé dans une situation où il y a un conflit, et pour la première fois, je me suis exprimé. J'ai exprimé mon désaccord. Et elle était très contente d'elle-même parce qu'elle m'a dit qu'autrement, je serais rentré chez moi, j'aurais ruminé, je me serais dit pourquoi je l'ai pas fait, et là, je l'ai fait. Donc, cette pratique de la méditation, ça transforme notre façon de vivre le stress, ça élargit notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on peut encaisser des choses, on va dire des situations qui auparavant nous amenaient en mode de stress assez important, nous faisaient perdre nos moyens, nous crisper, nous empêcher d'être nous-mêmes, de communiquer, alors que maintenant, on a beaucoup plus de marge de manœuvre, on peut mieux tolérer les événements stressants. Et ça, on le voit aussi, c'est vérifié par la science. Là, il y a une étude qui a été publiée pas très longtemps dans The Journal of Psychiatry, qui, elle, a mis des personnes dans des situations stressantes, c'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de personnes, un groupe de contrôle et un groupe de personnes qui a médité pendant 8 semaines. Avant de commencer le programme de méditation, ces personnes ont été exposées à un stress. On les a mis ils ont dû parler à un public, répondre à des questions, donc on les a mis dans une situation de stress, et immédiatement après, on a pris un examen sanguin pour voir ce qu'on appelle les marqueurs de stress, donc voir certaines hormones, comme l'hormone ACTH, comme le cortisol, toutes ces hormones qu'on associe au stress. On a vu leur taux de stress, donc le taux d'hormones indiquantes de stress, et 8 semaines plus tard, après les 8 semaines de méditation, on a refait le même examen. On les a re-exposés à une situation stressante et les chercheurs ont observé qu'il y avait une réduction significative dans les marqueurs de stress et les personnes ont noté aussi se sentir moins stressées. Donc le fait de se poser quelques minutes par jour et simplement d'observer notre attention, ça transforme notre physiologie, le fonctionnement de notre corps, et dans l'exemple qu'on vient de voir, ça nous permet de beaucoup mieux gérer les situations stressantes. D'accord. Est-ce que c'est une pratique que tout le monde peut pratiquer? Oui, c'est quelque chose c'est une pratique qui, une fois qu'on apprend les bases, donc c'est bien souvent c'est bien plus simple qu'on peut le croire. Une fois qu'on apprend les bases, tout le monde peut tourner attention vers soi. On le fait déjà tous. Le fait d'observer sa respiration, de ressentir son corps, de poser son regard sur un paysage. Donc on est tous capables de poser notre attention sur un objet, d'être attentif au moment présent. Et le but de la méditation, c'est de développer, c'est d'amplifier cette expérience, c'est de l'étirer dans le temps, le fait d'observer ce qui est dans le moment présent. Donc ça s'adresse à tout le monde. Cela dit, si une personne est en grosse période d'anxiété, si elle est dans une crise sévère de dépression, ça va lui être difficile de canaliser l'attention, donc ça sera peut-être pas le moment idéal, mais autrement, la plupart, l'énorme majorité des personnes
peuvent pratiquer et bénéficier de cette pratique. Et même les personnes qui sont dépressives, lorsqu'elles sont pas dans des crises sévères, il est aussi recommandé. Là aussi, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le fait de méditer régulièrement diminue la récurrence de la dépression. Est-ce que les enfants aussi peuvent s'amuser à tester de méditer, alors peut-être d'une façon adaptée, je sais pas? Oui, moi j'ai des neveux, j'ai des nièces, et bien sûr, oui, déjà, lorsqu'un adulte médite, prend l'habitude de méditer, lorsque les parents méditent, déjà on communique un certain état de calme, on a une qualité de présence avec l'enfant que l'enfant ressent. Ça fait du bien à l'enfant. Un enfant, il a besoin de l'attention des adultes, de l'attention des parents. C'est même un besoin de survie. Un enfant, s'il n'a pas l'attention et l'amour de ses parents, il n'est pas nourri, il peut pas survivre. Donc, il a besoin de cela. Et lorsque l'enfant est en présence d'adultes, de parents qui eux-mêmes méditent, donc qui ont cette capacité de présence, ça lui fait énormément de bien. Et très souvent, ensuite, la transition se fait relativement facilement. Donc, on peut l'inviter à s'asseoir à côté de soi, à simplement respirer. Un enfant, tu peux le guider aussi à travers la parole, lui dire voilà, sois attentif à ta respiration, laisse tes épaules redescendre. On peut aussi le faire avec le toucher. Ça, c'est ce que je conseille habituellement. Par exemple, si un enfant a tendance à être un peu anxieux ou qu'il est stressé par rapport à l'école, ou qu'il a des soucis en tête, simplement prendre ses mains, l'enfant, et poser ses deux mains sur sa poitrine ou sur son ventre, et ensuite le parent vient poser une main sur les mains de l'enfant et lui demande de simplement respirer. Voilà, respirer en douceur, sans le mouvement sous tes mains. Et quelques respirations de la sorte va amener l'enfant à méditer, parce ça va amener l'enfant à se focaliser sur les ressentis du corps dans le moment présent. Et ensuite, bien sûr, après, en espérant que ce premier goût lui donnera envie ensuite dans les années qui viennent à continuer ou à pratiquer une pratique assise classique de méditation lorsqu'il sera adolescent, lorsqu'il sera adulte. Ok, parfait. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de croyances qui peuvent parfois bloquer les gens autour de la méditation et sur le fait justement de se lancer pour commencer à pratiquer. Et notamment l'une de ces croyances, c'est que bien souvent les gens vont associer une pratique religieuse autour de la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondé ou pas spécialement? Alors la réponse courte, c'est pas spécialement. On peut parfaitement pratiquer sans y rattacher aucune religion ou même philosophie de vie. Moi, la première fois que je suis entré en premier contact, on va dire, avec la méditation, j'avais 19 ans. J'habitais à l'époque à Paris, j'étais étudiant, et j'avais un cousin éloigné qui habitait en Suisse, que j'avais pas vu depuis longtemps, qui me contacte et me dit je suis à Paris, ça serait bien qu'on se voit. Et le soir même, on s'est retrouvés pour manger une pizza. Et j'avais pas tout de suite reconnu parce qu'il avait le visage assez affiné, il avait une barbe. Et donc là, on commence à discuter. Et il m'a raconté qu'il revenait d'un voyage en Népal. Il avait fait une retraite et il m'a dit pendant plusieurs semaines, on se parlait pas avec les autres participants, on se regardait pas. On mangeait 2 fois par jour que des légumes et on se réveillait à 4 heures du matin et on passait notre journée assis à rien faire. Donc moi, lorsqu'il m'a dit ça au départ, je me suis dit c'est quand même étrange de passer ses journées à rien faire. Surtout que moi à l'époque, j'étais étudiant, c'était les sorties, j'allais un peu en cours, mais c'était surtout pour rencontrer des filles. Et donc c'était deux mondes complètement opposés. Mais malgré cela, son état de calme et ce qui se dégageait de lui, ça m'avait quand même interpellé. Et il y avait quand même quelque chose qui m'avait plu dans ce qu'il me disait. Donc ensuite, des années, on va dire 7-8 ans plus tard, lorsque j'allais redécouvrir un peu plus sérieusement la méditation, j'avais encore cette idée que c'était quelque chose qui était... je voyais un moine assis sur un muret dans l'Himalaya, sur le bord près de son temple, en train de méditer. Donc j'avais cette idée que c'était d'une part associé au bouddhisme ou à l'hindouisme, qu'il fallait un détachement, qu'il fallait déjà être dans un état de calme, que c'était un investissement assez important. Et ça me plaisait, mais je me disais que c'était pas encore maintenant, c'était pas encore pour moi. C'était voilà.
ça m'arrivait de méditer, donc parfois je faisais des stages professionnels ou des conférences, et des fois il y avait des petites séances de méditation, je le faisais volontiers, toujours en me disant que ça sera pour plus tard, parce que j'avais l'impression que c'était d'une part, voilà, qu'il fallait que ça soit le bon moment, que j'étais pas encore prêt, et que c'était voilà une implication totale, et qu'il y avait aussi cet attachement, ce rattachement à une spiritualité et au bouddhisme. Donc maintenant, avec le recul et avec la pratique, j'ai réalisé que d'une part, on pouvait faire cela sans y rattacher aucune religion, aucune spiritualité, et d'autre part, c'est beaucoup moins mystérieux, c'est beaucoup moins mystique qu'on peut le croire. Et entre parenthèses, parfois ce point-là, ça peut rebuter certaines personnes. Étrangement, parce que beaucoup de personnes, on peut parfois s'imaginer que la méditation c'est tellement mystérieux que si on médite, ça va nous amener dans un état de libération, d'éveil, ça va nous transformer, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus laborieux que cela. C'est un apprentissage, il y a un aspect laborieux, donc qui nécessite de répéter une action sur la durée. Et il y a des personnes qui sont un peu rebutées par le fait que les résultats viennent pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, on peut parfaitement pratiquer cela sans y rattacher de religion ou de spiritualité. Ok. Alors du coup, il y a une autre croyance que j'ai notée, c'est que le fait que justement, bien souvent, les gens n'ont pas le temps. Alors n'ont pas le temps dans la vie en général, et donc du coup n'ont pas le temps pour méditer. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça, on va dire? Oui. Alors il y a un enseignant dont je me souviens pas le nom qui dit si tu n'as pas le temps de méditer une demi-heure, médite 2 heures. Ou on va faire une version plus soft. Si tu n'as pas le temps de méditer 10 minutes, médite 30 minutes. C'est-à-dire que la sensation qu'on n'a pas le temps, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous des journées bien remplies, et c'est juste c'est rarement une histoire de temps, c'est plus une histoire d'intérêt, de priorité. C'est tout simplement que ces personnes ne ressentent pas, au fond d'elles, que investir 10-15 minutes par jour, et là 10-15 minutes par jour, tout le monde peut les trouver. Si elles ne ressentent pas l'envie de le faire, c'est qu'elles en ressentent pas la nécessité, ou elles comprennent pas les bienfaits. Donc c'est pour ça que c'est super que par exemple on fasse ce podcast ensemble. C'est parce que le mental, il est quand même sacrément puissant, et il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre, de rationaliser cette pratique pour se dire ok, ça vaut le coup de passer ces 10-15 minutes pour méditer. Et ensuite, lorsque au départ on a besoin de se motiver à travers le mental, en comprenant la chose, ou parfois c'est des gens autour de nous qui nous disent j'ai médité, ça m'a fait du bien, donc à travers les témoignages des autres, on se motive mentalement, et ensuite avec la pratique, le fait de le faire régulièrement, là on commence à en ressentir les bienfaits, et après ça devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile, parce qu'on sent au fond de soi que ça nous fait du bien, et 15 minutes par jour, on peut les trouver. Ouais. Bah du coup, je peux aussi servir de second témoin dans ce podcast, parce que voilà, moi aussi je pratique la méditation depuis au moins 3 ans, quasi quotidiennement maintenant, et voilà, je rejoins tout ce que tu as pu dire, et quand au début de ce podcast tu parlais des 3 situations qui permettaient dans lesquelles la méditation se révélait particulièrement bénéfique. Et moi c'est vrai que du coup c'est vraiment le côté clarté, et le fait d'avoir plus de clarté dans mes décisions, et d'être apaisé, pas forcément stressé, parce que j'étais pas forcément stressé, mais en tout cas d'avoir plus une sensation de calme qui pour moi c'est vraiment les bénéfices que j'ai pu ressentir après comme tu disais, malgré tout, après quand même un peu de pratique. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on va se sentir beaucoup mieux, c'est qu'effectivement il y a de la pratique, c'est un peu peut-être laborieux, c'est aux yeux de quelqu'un qui découvre, mais en tout cas il y a vraiment un bien-être qui se dégage de tout ça, quoi. Oui. Alors du coup, la troisième croyance que j'avais notée aussi, c'est que on peut avoir tendance à croire que méditer, c'est de chercher à arrêter de penser. Et alors, du coup, moi, j'ai expérimenté le fait que effectivement, chercher à arrêter de penser, c'est juste pas possible à mon sens. Et donc, du coup, ça consiste plutôt en quoi la méditation, si c'est pas chercher à arrêter de penser?
Oui, ça c'est vrai que c'est comme tu le dis, c'est souvent beaucoup de personnes ont cette perception et elles se disent c'est impossible. Voilà, j'ai pensé, on ne fait que ça et si on pense pour arrêter de penser, ça va être compliqué d'arrêter de penser. Donc méditer on va dire la définition simple, c'est d'observer ce qui est, c'est de ressentir ce qui est dans le moment présent. Et donc ça c'est un peu la définition. Après bien sûr il y a le comment on fait cela, comment acter cette définition. Et donc ça sera, on pourra en parler. Voilà comment pratiquer la méditation. Mais ce que j'aimerais noter ici, c'est que méditer c'est un terme intéressant et particulier parce que ça a deux sens. Ça a deux sens. Si tu regardes la définition du terme méditer dans le Larousse ou dans n'importe quel dictionnaire, méditer c'est de réfléchir en profondeur à un sujet. C'est par exemple, je médite sur la situation de ma vie, je médite sur un problème. Ça a cette notion de plonger à travers la réflexion. Donc, on réfléchit à un problème, on succède des pensées pour trouver une solution, pour comprendre quelque chose. Donc, ça, c'est l'une des définitions de la méditation, qu'on va appeler la définition occidentale. Et puis, depuis maintenant 50, 60, peut-être 70 ans, on a une autre définition qui est arrivée avec des enseignants qui sont venus de l'Asie, de l'Inde, de la Chine, du Japon, de Thaïlande, qui sont arrivés en Occident, qui sont arrivés donc en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, et qui eux, leur définition de la méditation, ou ce qu'on a choisi d'attacher à la méditation, c'est d'observer ce qui est. Et donc là, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de cognition, c'est on ne crée pas de pensée, on observe. Lorsque je suis assis et j'observe la respiration, je ressens la respiration, ou lorsque je pose mon regard sur un objet à côté de moi et que je le vois pleinement, je n'attache pas de pensée dessus. Il n'y a pas de mots sur ce que je vis, c'est une observation, c'est un ressenti. Si vous pressez vos cuisses avec vos mains, vous allez sentir la pression. On observe ce qui est sans y rattacher de mots. Donc il y a ces deux définitions qui sont quasiment opposées. D'un côté, cela suppose de plonger avec la pensée, donc on va réfléchir en profondeur à un sujet. Et d'un autre côté, cela suppose d'observer. Et donc là, il n'y a pas de pensée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on commence à méditer, mais dans le sens d'observer, donc là, lorsqu'on parle de méditation, toi et moi, ou de plus en plus lorsqu'on parle de méditation, c'est la seconde définition, c'est le fait d'observer ce qui est. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, ça va ensuite nous aider à plus efficacement méditer dans le sens réfléchir, parce que ça va nous permettre de mieux canaliser notre attention, de moins se laisser disperser, de moins se laisser submerger par les émotions. Donc, la méditation qui nous intéresse, la définition qui nous intéresse, c'est le fait d'observer ce qui est à travers notre attention. Donc, notre outil, ça va être notre attention. Et où est-ce qu'on va mettre notre attention? L'attention, c'est comme une lampe de poche. Plus on va la focaliser, plus ça va éclairer en profondeur et fortement. Donc, soit on peut la focaliser sur les pensées. Donc là, c'est la cognition. C'est une forme d'observation. Donc, on peut effectivement observer nos pensées. Mais traditionnellement et habituellement, on va commencer par tourner cette attention vers les ressentis du corps, vers le moment présent. Donc la pratique de la méditation, c'est le fait de canaliser notre attention sur un ressenti, par exemple sur la respiration, et maintenir notre attention dessus. Donc automatiquement, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on enlève la lampe de poche, le faisceau, on l'enlève du mental, de la réflexion, et qu'on la remet sur le corps, qu'on le met sur le corps, eh bien automatiquement les pensées vont commencer à se calmer, parfois à s'arrêter, mais ce n'est pas ce n'est pas notre volonté qui fait ça, ce n'est pas le fait du mental qui décide d'arrêter de penser, c'est simplement le fait qu'on a enlevé l'attention et qu'on l'a amené sur le corps. Parce que notre attention, elle est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on peut aller très en profondeur, donc elle peut éclairer très puissamment, donc on peut réfléchir à des choses très très sophistiquées, mais il est très difficile de faire beaucoup de choses en même temps. Donc on peut pas parler, écouter, écrire, des choses très simples, on peut pas les faire en même temps, parce que dès qu'on éclaire un peu qu'on ouvre cette attention, ça va considérablement se diminuer. Donc lorsqu'on la focalise sur l'attention, les pensées vont diminuer
et on va observer nos ressentis dans le moment présent. Alors justement, peut-être qu'on peut passer à des conseils peut-être un peu plus pratiques pour les gens qui nous écoutent. Donc l'idée c'est d'essayer de donner des conseils aux personnes qui nous écoutent, qui sont plutôt soit qui n'ont jamais pratiqué, soit qui sont plutôt débutants du coup. Donc déjà, est-ce que par exemple il y a il y a un moment particulier où on ressentira le plus de bénéfices de sa pratique? Alors là, ça dépend de chacun. Il y a un cadre. C'est vrai qu'il y a un cadre qui va faciliter ou pas la méditation. Donc généralement, c'est intéressant de le faire lorsqu'il y a peu de stimulation, parce que notre attention, c'est un peu comme là aussi dans la tradition, on dit que c'est un peu comme un singe qui saute d'une branche à une autre. Notre attention, elle passe d'un objet à l'autre. Elle est très facilement distraite. C'est-à-dire, on parle avec quelqu'un, ensuite il y a le téléphone qui s'allume parce qu'il y a une notification. On va regarder le téléphone, on va entendre un bruit, on va tourner la tête, on va réfléchir à un sujet, on va partir dans ses pensées. Donc notre attention, elle saute de l'extérieur vers l'intérieur, d'un sujet à l'autre sans cesse. Donc on veut créer un cadre où il va y avoir le moins de perturbations, le moins de possibilités d'accaparer cette attention pour la garder sur le ressenti sur le ressenti qu'on va choisir, par exemple la méditation. Donc c'est intéressant de le faire dans un endroit où on sera relativement au silence, donc où il y a peu de bruit autour de soi, où on sait qu'on ne sera pas dérangé, parce que si on s'installe pour méditer et qu'on sait qu'à tout moment quelqu'un va rentrer, on va être une partie de notre attention va être sur la porte, on va être moins présent à ce qui est. Donc un cadre où on va être au calme, où on sera pas dérangé et où on va avoir le temps. Si par exemple le matin vous vous levez, vous êtes tout le temps à la bourre et vous avez très peu de temps pour vous préparer, vous dites allez je vais vite méditer 5-10 minutes, ça va être difficile de bien rentrer dans votre méditation parce que vous êtes pressé. Donc si le matin vous avez du temps, faites-le le matin. Si le soir vous arrivez à dire à vos proches voilà, laissez-moi quelque temps, laissez-moi tranquille le temps que je pratique, et que vous avez le temps de le faire le soir, faites-le le soir. Au début c'est pas trop important. L'important c'est de trouver ces 10-15 minutes pour se poser et expérimenter avec la méditation. Ouais, et du coup je reviens sur ce que tu disais sur le fait de vraiment pas hésiter à en parler avec son entourage, parce que effectivement moi à la maison, donc du coup je médite en général le matin parce que parce que c'est le moment où c'est le plus calme, mais il m'arrive aussi si c'est le week-end ou en soirée et effectivement d'en parler avec ses enfants, de leur expliquer pourquoi on le fait et échanger sur ce sujet-là pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important pour vous. Ça permet vraiment de faciliter et de finalement de trouver des moments, même si à la base ils étaient pas particulièrement propices, quoi. Oui, et surtout que maintenant c'est de plus en plus accepté. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, une personne qui médite, ça fait un peu exotique, ça fait un peu bizarre. Les gens ils comprennent pas trop et comme tu disais, parfois on associe ça à certaines croyances, ou même des personnes associaient ça à presque à des sectes. Donc on avait très peu d'idées sur ce que ça a été. On voyait ces sadhus qui venaient avec de l'Inde, avec des longs cheveux, donc un look tout bizarre. Donc c'est vrai que alors qu'aujourd'hui c'est de plus en plus accepté. Maintenant la méditation on la retrouve dans les écoles, dans les hôpitaux, même dans les prisons, dans les entreprises. C'est une pratique qui est simple, qui fait du bien et qui est de plus en plus acceptée et utilisée. Donc, moi, je pense que les personnes vous qui écoutez, vous pourrez en parler autour de vous et les gens accepteront ça avec grande facilité, de plus en plus, je pense, maintenant. Alors du coup, une fois qu'on a trouvé le bon moment et le bon lieu, comment est-ce qu'on s'installe pour avoir une méditation agréable? Oui. Alors, s'installer, moi je recommande de s'installer tout simplement sur une chaise, parce que là aussi, parfois on a envie de prendre ces belles postures un peu exotiques où on est en lotus, assez à même le sol. C'est assez impressionnant, c'est beau à voir, et c'est souvent l'image qu'on associe à la méditation. Mais voilà, il faut savoir que ces pratiques viennent de l'Asie. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des voyages là-bas. J'ai passé du temps en Inde du Nord et j'ai rencontré j'ai sympathisé avec des locaux, j'étais dans des familles et là-bas il y a pas de meubles, on est toujours assis à même le sol, donc les enfants grandissent
ils sont tout le temps assis sur le sol, à même le sol, que ce soit à la maison, à l'école. L'école, c'est pareil. La table des enfants, ils sont assis à même le sol. Ils ont une petite table devant eux où ils peuvent poser leurs affaires, mais ils sont eux-mêmes assis à même le sol. Lorsqu'ils mangent, ils sont assis à même le sol. Donc, ils ont une souplesse au niveau des hanches, au niveau du bassin, que nous, occidentaux, on n'a pas, pour la plupart d'entre nous. Donc, vouloir méditer à même le sol en position de lotus ou en demi-lotus, au début, ça risque d'être difficile, donc c'est pas nécessaire, même si après, vous pouvez bien sûr le faire ou pratiquer du yoga ou des étirements pour essayer de préparer le corps, et c'est aussi intéressant. Mais au début, voilà, je conseille de méditer sur une chaise. Donc, lorsqu'on choisit sa chaise, quelques points à considérer. L'assise, elle doit nos hanches. Donc, si vous posez vos mains sur le côté des hanches et vous les glissez jusqu'au niveau des genoux, les hanches doivent être un peu plus hautes que les genoux. Pourquoi ? Parce que ça va faciliter une meilleure posture assise, parce qu'on va pouvoir légèrement basculer le bassin vers l'avant. Donc, on va s'asseoir sur le haut des cuisses. Donc, le poids doit être sur le haut de la peau des cuisses et non pas sur l'arrière des fesses. Parce que très souvent, par exemple, lorsqu'on est assis devant la télé sur le canapé ou lorsqu'on s'affale sur un siège, le bassin, il bascule vers l'arrière. C'est-à-dire que le dos roule et du coup, ça va propulser les épaules et la tête vers l'avant parce que le centre de gravité, il va vers l'arrière, donc on compense. Et donc cette posture, elle est mauvaise parce qu'elle ferme la poitrine, on a du mal à respirer, elle crée des tensions dans le dos. Et donc ce qu'on veut, c'est redresser la posture. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir les hanches un peu plus hautes que les genoux, ça va permettre de basculer un peu le bassin en avant. Et aussi, on va pas utiliser le dossier. Donc vous vous rapprochez sur le bord de votre chaise, vous basculez le bassin légèrement en avant, donc le dos se creuse un peu sans forcer. Les pieds sont bien posés à plat sur le sol et les genoux, là, ils sont à 90 degrés avec les jambes. Les épaules sont relâchées et la tête est dans l'alignement du corps et les mains donc sont posées à plat sur les cuisses. Et généralement, c'est une position confortable qui va nous permettre de rester immobile, sans s'affaler, sans s'affaisser, parce que là aussi, si on s'affaisse trop, si on se laisse trop aller, on risque de somnoler. Et c'est pas ce que l'on cherche à vivre lorsqu'on médite. Oui, c'est ça. C'est que du coup, la position allongée n'est pas du tout, enfin, peut-être pas du tout, mais en tout cas, c'est pas recommandé, en particulier quand on débute, quoi. Oui, parce que c'est vrai que la position allongée, il y a dans le système vestibulaire à l'intérieur de l'oreille, il indique au cerveau qu'on est en position horizontale et le cerveau risque d'enclencher un mécanisme d'endormissement. Donc là, beaucoup de personnes, lorsqu'elles méditent, par exemple si elles suivent une méditation guidée en position allongée, elles risquent de s'endormir. Ça fait du bien, ça détend, mais ce n'est pas l'objectif de la méditation. Alors du coup, est-ce qu'on médite avec les yeux plutôt ouverts ou les yeux fermés ? Donc là aussi, c'est à expérimenter. Dans le zen, par exemple, on médite les yeux ouverts à quelques centimètres d'un mur. Dans le vipassana, on va méditer les yeux fermés. Donc c'est à chacun à expérimenter. Certaines personnes sont plus à l'aise les yeux fermés, d'autres les yeux ouverts. Si vous méditez les yeux ouverts, on les garde à peine ouverts, on les pose à peu près à 1 à 2 mètres devant soi. Donc les yeux restent détachés. Vous pouvez aussi alterner. Donc moi, ça m'arrive de commencer les yeux fermés et après une quinzaine de minutes, les yeux vont s'ouvrir légèrement. Donc ça, c'est à essayer. Donc il y a pas de préférence, tout en sachant qu'on crispe pas les yeux ni quand ils sont fermés, ni lorsqu'ils sont ouverts. D'accord. Et donc du coup, si on est débutant, quelle durée on peut commencer à tester pour se familiariser? Oui, alors là aussi, il y a plein d'écoles et plein de conseils différents. On peut commencer peu de temps, c'est-à-dire on peut commencer 5-6 minutes, donc voilà, relativement peu de temps. Je conseille d'essayer de monter assez rapidement à 12 minutes. Alors pourquoi 12 minutes ? Parce que par rapport à la recherche, ils se sont rendus compte qu'à partir de 10 à 12 minutes, c'est là où on va commencer à avoir des changements mesurables, autant subjectivement qu'objectivement, suite à la méditation. Il y a
Maintenant il y a des centaines, peut-être même des milliers d'études qui ont été faites sur la méditation. Ils ont, en moyenne, la plupart des études comprennent des méditations quotidiennes de 27 minutes. Mais malgré cela, ils se sont rendus compte que des périodes plus courtes, donc de 10 minutes, suffisaient à avoir des changements. Donc on peut commencer à 5-6 minutes et en essayant, au bout d'un mois peut-être, de monter jusqu'à 12 minutes de méditation quotidienne. Ouais, et puis après, du coup, moi, c'est un peu aussi ce chemin-là que j'ai emprunté, on va dire, où effectivement, j'ai commencé par des séances très courtes, je crois, de 5 minutes, si mes souvenirs sont bons, et finalement, effectivement, comme on s'habitue à la pratique et que on y prend du plaisir, on se rend compte que ça fait du bien, c'est finalement assez naturel de vouloir essayer de prolonger ce temps-là, et aujourd'hui, je sais que maintenant, on va dire qu'en général, je médite à peu près 20 minutes quand je fais une séance, mais que ça m'arrive de plus en plus d'être un peu frustré, on va dire, par le fait de méditer que 20 minutes, et du coup sur le fait d'avoir envie de prolonger cette séance un peu plus, ce qui m'arrive de faire aussi de temps en temps, quoi. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. C'est on expérimente et c'est vrai que le MBSR, par exemple, préconise de méditer 45 minutes. Moi, j'avais un enseignant en Thaïlande qui nous disait que lui, pour qu'il puisse rentrer dans sa méditation et vraiment profiter, il lui fallait au minimum 1 heure. Donc ça, et après en Tibet, les moines, ils ont ce qu'ils appellent la méditation samatha, c'est que 15 minutes. Ils font 15 minutes plusieurs fois par jour. Donc c'est assez flexible et mieux vaut méditer 5 minutes par jour régulièrement qu'essayer d'en faire une demi-heure une fois de temps en temps. Donc l'idée, c'est comme tu disais, c'est de s'installer commencer doucement et graduellement, à son rythme, en respectant son rythme de concentration, augmenter la durée. Et c'est vrai que 20-25 minutes, c'est là où on peut vraiment transformer le système nerveux, le cerveau, sur la durée et sur la pratique. Alors justement, pour aider les gens qui nous écoutent à se lancer, peut-être ce que je te propose, c'est que on finisse ce podcast sur le fait que tu fasses une petite méditation guidée de 5 minutes environ, comme ça les auditeurs pourront expérimenter dès maintenant s'ils sont dans un contexte qui leur permet de le faire un peu la méditation, ou au pire ils pourront réécouter ce podcast un peu plus tard. Mais avant du coup qu'on fasse ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour où est-ce qu'on peut aller pour te suivre et en savoir plus sur tes activités? Oui, avec grand plaisir. Alors, il y a un blog et un podcast qui s'appelle Pratiquer la méditation. Donc, si vous faites une recherche Google Pratiquer la méditation, vous devriez tomber sur le blog et sur le podcast. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Moutassem Amour et là, ils auront accès à un tas d'informations pour méditer, mais aussi à des méditations guidées, à des vidéos. Donc ça, c'est la première chose que j'invite à faire à tes auditeurs. Et ensuite, comme je l'ai mentionné aussi, on peut en parler si tu souhaites aussi. Je viens tout juste de publier un livre qui s'appelle Apaiser l'esprit, qui est maintenant disponible sur Amazon et qui lui se concentre sur les bienfaits de la méditation pour gérer ce stress. Et en essence, le livre essaie de répondre à la question: est-ce qu'il est possible de s'installer dans un état de calme et de confiance malgré les imprévus de la vie, malgré le stress qu'on peut continuer à avoir. Donc ça, c'est personnellement une question que moi je me suis posée il y a près de 8 ans, et ce livre, c'est un peu ce cheminement. C'est voir est-ce que c'est vraiment possible, parce que on sait que on peut avoir des parenthèses de bien-être, des parenthèses où on se fait du bien, où on se recentre, où ça va mieux, mais malgré tout on finit par retomber dans le stress. Et moi, à force d'avoir vécu des périodes de stress assez importantes, je voulais savoir, est-ce que je peux m'installer dans un état de calme, de confiance, malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, et continuer à participer pleinement dans la vie, mais garder un pied dans un état de calme et de confiance. Et donc ce livre relate ce cheminement et montre comment la méditation contribue à cela. Ok. Écoute, parfait. De toute façon, il y aura lié à ce podcast, il y a toujours un article qui est publié sur le blog et qui recense l'ensemble des liens et puis des livres qui ont été cités dans cet épisode. Donc les gens qui cherchent à en savoir plus pourront se rendre sur le site. Très bien. Voilà.
Bah écoute, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon on peut partir sur cette petite méditation guidée de quelques minutes. Non, je pense on a bien abordé les bienfaits de la méditation et comment mettre cela en place. Alors oui, avec plaisir, on va faire une méditation guidée. On va découvrir une méthode que j'appelle Expert10. C'est une méthode de comptage. Donc c'est intéressant au début de compter, mais vous allez voir, c'est très simple parce que ça aide à canaliser l'attention, parce que l'attention, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc ça va nous ancrer dans le moment présent à travers le comptage. Donc on va faire cet exercice ensemble, et ensuite, une fois que vous allez l'apprendre, vous pourrez aussi le reproduire autant de fois que vous le souhaitez, et vous verrez que c'est relativement simple et efficace. Ok, super. Bah écoute, je me laisse guider. Allez. Alors, donc, à toi Xavier, à toutes les personnes qui écoutent. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, on va s'installer comme on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez avancer pour pas avoir le dos contre le dossier. On va légèrement creuser le bas du dos, donc basculer le bassin en avant. On pose les mains à plat sur les cuisses. Les pieds sont posés à plat sur le sol. La tête est dans l'alignement du dos et les épaules se relâchent. Vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez. Donc on inspire naturellement, sans forcer la respiration, comme l'on respire lorsque l'on dort. On continue à succéder les inspirations, suivies d'une expiration, et on permet au corps de petit à petit se détendre. Ensuite, en inspirant, vous allez compter mentalement 1. On inspire avec un 1 et on expire avec un 2. On inspire 3, expire 4, on inspire 5, expire 6, inspire, expire 8, inspire, expire 10. On respire, on fait 1 à 2 respirations naturelles à votre rythme. Puis à nouveau, on inspire en comptant mentalement 1, expire 2, 3, on expire 4, on inspire 5, on expire 6, on inspire, on expire 8,
On inspire. Et on expire 10. Et à nouveau, vous faites 2 respirations à votre rythme. Et on observe l'air qui glisse dans les narines. Et puis vous allez faire une dernière série, mais cette fois-ci seul. Donc vous commencez avec une inspiration, avec un 1, et vous continuez jusqu'à 10. Donc on inspire 1. Très bien. Vous allez maintenant approfondir l'inspiration. On va faire 2 belles profondes inspirations. On prend conscience de l'espace de la pièce autour de soi. Et puis, à votre rythme, avec une expiration, vous allez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et merci d'avoir suivi avec moi cette méditation. Eh ben merci. Avec plaisir. Faut revenir un peu à la réalité. Ouais, tranquillement. Voilà, ne serait-ce que 5 minutes, ça suffit effectivement à se détendre. C'est vrai. Bon, bah écoute, un grand merci Moutassem, et puis j'espère que les auditeurs et les auditrices de ce podcast auront bien profité de cet instant. Oui, merci beaucoup. Merci à toi Xavier. À très bientôt, merci. Au revoir, à bientôt. Merci Moutassem pour tes explications claires et les nombreux conseils pratiques que tu as partagés avec nous. Et j'espère que cette petite méditation guidée en fin d'épisode vous a plu. Avant que l'on se quitte, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes de cet épisode ainsi qu'à la retranscription écrite complète de notre conversation sur le lien suivant, extraform.fr/15. Et enfin, vous le savez si vous écoutez régulièrement ce podcast, l'alimentation est l'un des piliers pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et si vous souhaitez recevoir des conseils gratuits pour améliorer votre forme à travers la découverte de votre alimentation idéale, alors je vous invite à laisser votre adresse email sur le site extraform.fr. À ce moment-là, je vous enverrai des messages avec des conseils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Bien entendu, votre adresse email reste confidentielle et vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment si jamais vous n'êtes pas satisfait du contenu que je vous envoie. Je vous invite donc à tout de suite rejoindre le site extraform.fr et à me laisser votre adresse email. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao!